Donc, nous recevons cet après-midi Gilles Suzanne. Merci Gilles d'être ici avec nous. Gilles Suzanne travaille à l'université Aix-Marseille en France. Il est donc chercheur, enseignant en esthétique et en sciences des arts. Il a d'autres activités liées à la médiation, mais donc il est aussi responsable de formation à l'université d'Aix-Marseille du master dans cette discipline. Plusieurs ouvrages et articles publiés, mais aujourd'hui, donc, le dernier en date. Et encore une fois, merci, puisque celui-ci va rester dans notre bibliothèque. Donc, si vous voulez le consulter, il sera ici à l'école. Merci, Gilles. Et le titre, prometteur, « Esthétique de la médiation, approche historique, théorique et critique d'une pratique et d'une notion ». Voilà. Inspirateur. Et donc, cet après-midi, Gilles nous propose donc une conférence qui s'appelle « Pratique de soi et cité subjective, politique de la médiation ». Et donc, Gilles, si tu veux rajouter autre chose, bien sûr, à toi, sur la présentation, et je passe là-bas pour t'écouter. Merci bien. Bon, donc chers amis, on va se lancer. Donc je suis un peu gêné parce que voilà, je vais m'exprimer en français. Ça aurait été un plaisir de pouvoir le faire en portugais, mais malheureusement, je ne maîtrise pas cette langue. Je ne me dis même pas encore, parce que ça viendra probablement jamais. Mais voilà, donc je vais vous lire en fait un texte, une longue lettre en réalité, à propos de médiation. Donc voilà, bon, je suis désolé, je m'excuse encore auprès des personnes qui vont avoir du mal à suivre, voire qui vont être dans l'incapacité totale de pouvoir comprendre ce que je raconte. En tout cas, ce que je vais vous lire. Voilà, alors lançons-nous. Déjà pour commencer par vous dire donc, que lorsque j'ai demandé à nos hôtes, Laurence et Christina, quelques directions à suivre pour écrire cette communication, Laurence m'a posé une question via ma messagerie électronique, que je nommerai pas. La question était la suivante. Quels sont les enjeux et les implications idéologiques, politiques et éthiques de l'intervention en médiation artistique et culturelle ? Au mot près, je dirais. Voilà. Alors, je vous avouerai volontiers que j'ai pensé à me faire porter pâle, c'est-à-dire à ne pas venir, tout simplement, puisque je me suis tout simplement demandé s'il y avait une question plus abyssale, en réalité, que celle que m'avait posée Laurence. Du coup, sur l'instant, écoutez, en réalité, je me suis dit qu'il devait en exister des questions aussi amples que celle-là, gigantesques, etc. Et pour tout dire, le réconfort que ça m'a apporté était assez faible, assez limité. Donc j'ai refermé mon application téléphonique et puis j'ai essayé de penser à autre chose. Voilà. Puis vous connaissez la chansonnette, enfin vous savez ce que c'est. La question, on l'a en tête, elle a été posée, et puis ça continue à vous tarauder. Et puis le moment d'affolement passé, j'y suis revenu. Donc j'ai essayé de vous rédiger cette lettre qui suit et que je vais vous lire. Voilà. Donc en matière d'idéologie, en réalité, je dirais que la médiation culturelle a traversé au moins 4 âges. Voilà, on va dire 4 époques pour commencer. Du moins si on accepte d'élargir dans un premier temps la notion de médiation culturelle à celle d'action culturelle. C'est-à-dire à l'ensemble des pratiques qui cherchent à instaurer les conditions qui, me semble-t-il, sont celles d'un rapport à l'art. Des pratiques qui pourraient relever, certes, de la médiation culturelle, mais aussi de l'animation culturelle, on en a parlé, de l'éducation populaire, ça a été dit, de l'animation socio-culturelle, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique, et puis on pourrait comme ça allonger la liste. Au passage, je préciserai tout de même que la notion d'art elle-même mériterait d'être définie, puisqu'il s'agit, avant même de parler de rapport à l'art, de se demander ce qui est appelé art. Et même mieux, il serait peut-être question de se demander qui désigne ce qui relève de l'art ou pas. Ce qui aurait le mérite de poser la question de la légitimité, c'est-à-dire de savoir qui ou quelles instances sont dépositaires ou détentrices d'un pouvoir de légitimation, quelle en est la nature et quels en sont les procédés. Bien que cet aspect donc fondamental pour les médiateurs et la médiation ne soit pas au centre de mon propos, on va l'entendre résonner évidemment à pas mal d'endroits. En tout cas, cette question de la légitimité, elle n'est pas déliée, évidemment, des trames, on va dire, idéologiques qui servent de cadre aux pensées et aux pratiques de la médiation.
Il se pourrait même que ce soit dans, voire de ces trames idéologiques que les médiateurs ou les pratiques de la médiation puisent leur légitimité. Bref, avant même d'évoquer ce que les pratiques de l'action culturelle ont pour enjeu idéologique, c'était la première partie de la question, il me semble important de préciser ce qui suit. Si les pratiques de l'action culturelle relèvent d'une construction idéologique, c'est que dans un premier temps, il me semble, le rapport à l'art est devenu un lieu, on pourrait dire, privilégié de leur intervention. Au même titre que notre rapport, on pourrait dire, à la santé, à l'emploi, à l'écologie, à la défense, à la justice. C'est-à-dire que le rapport à l'art s'est peu à peu imposé, ça n'a pas toujours été le cas, comme le lieu de développement de telles pratiques, de pratiques de l'action culturelle. Et par extension, le rapport à l'art, c'est devenu le lieu même de politique et de développement de politiques publiques en matière de culture et d'art. Tout comme il est devenu le lieu d'émergence, pour parler de la France par exemple, mais d'autres pays aussi, d'un ministère, et même de ministères successifs, ou encore de services culturels de collectivités territoriales ou d'autres niveaux des collectivités en France. Ce rapport à l'art, il a suscité le développement donc, de politiques publiques de la culture, et encouragé et justifié l'invention de toute une infrastructure institutionnelle. Donc vous voyez déjà, c'est une manière d'approcher les choses, de voir le rapport à l'art comme un espace de développement de l'institution même, et pas forcément l'inverse. Et donc ce développement, il s'est fait également dans l'espace, je dirais, du rapport à l'art, à côté d'autres logiques de développement. Par exemple, celle du marché, ça a été évoqué ce matin, des masses médias, des industries culturelles de masse, des techniques et des technologies de l'information, de la communication, etc. Donc vous voyez que le rapport à l'art, il n'est pas occupé que par les politiques culturelles, il est occupé par tout un tas d'infrastructures et tout un tas de politiques ou de logiques d'action, qui sont celles de notre société, ou de nos sociétés. En somme, le rapport à l'art est l'endroit d'une cité, et ça serait une première forme de cité, d'une cité que j'appellerais une cité instrumentale, c'est-à-dire une cité, je n'ai pas envie de dire qui a instrumentalisé le rapport à l'art, mais qui a trouvé le rapport à l'art comme lieu de développement de ses propres logiques. Donc pour le dire brièvement, le rapport à l'art, envisagé du point de vue des logiques auxquelles il sert de champ de déploiement, peut être considéré comme une cité vouée à la productivité économique, à la rentabilité financière et économique, à l'efficacité communicationnelle ou à la performance financière, pourquoi pas aussi quand il s'agit du marché. Lorsque j'avance tout cela, il ne s'agit pas tant pour moi de renvoyer le rapport à l'art à n'être qu'un outil, un moyen, je parlais là d'instrumentalisation, ou un instrument du marché, de l'entertainment ou des masses médias. Il n'est pas question de revenir ou d'insister sur toutes les thèses, on pourrait même presque dire parfois paranoïaques ou fantasmagoriques, qui suspectent ou dénoncent l'instrumentalisation du rapport à l'art. Cela consiste tout simplement pour moi à concevoir le rapport à l'art comme une surface, en quelque sorte, d'enregistrement de toutes ces logiques qui pourraient être un peu adventices, extérieures. C'est précisément ce qui peut nous permettre de décrire en quoi le rapport à l'art, en se faisant le principal théâtre d'opération des pratiques de l'action culturelle, à servir, et sert encore actuellement, de surface d'enregistrement des idéologies qui pénètrent et qui transcendent ces pratiques de l'action culturelle. Alors ces canevas idéologiques, dans lesquels les pratiques de l'action culturelle s'inscrivent, sont connus. On en a déjà parlé longuement pendant 2 jours. Ils correspondent à ce que j'ai identifié pour l'instant comme ces 4 âges idéologiques de l'action culturelle. 4 âges qui, je le précise à présent, se sont succédés dans la généalogie des idéologies dont l'action culturelle relève et qui coexistent et forment désormais une sorte de topologie des idéologies qui inspirent l'action culturelle. Il est question d'une part de la culture démocratique ou de ce que l'on a fini par appeler démocratisation culturelle. Celle-ci, de logique, relevait d'une position idéologique quant à la culture qui se représentait le rapport à l'art comme l'espace d'une culture pour le plus grand nombre. Elle affirmait l'impérieuse nécessité de l'art dans les vies humaines, tout en suggérant qu'il existe des séries de réalisations artistiques dont la valeur serait universelle. C'est globalement la politique qu'on a mis en œuvre en France à partir de Malraux. Il est affaire d'autre part de développement culturel. Alors ça, c'est quelque chose qui est passé un peu plus aux oubliettes, mais on en a quand même parlé longuement ces jours-ci. D'une idéologie, autrement dit, qui conçoit le rapport à l'art comme l'espace d'une culture à même de favoriser le développement personnel de chacun,
c'est-à-dire d'une culture qui encourage l'adoption progressive d'une attitude qui vise au développement des ressources physiques et mentales de chacun par lui-même. L'idéologie de la démocratie culturelle cherchait quant à elle à faire du rapport à l'art l'espace d'une culture de tous, c'est-à-dire le lieu d'expression de la diversité culturelle, ou encore d'émergence des cultures autres. Ce qui consiste à donner à des groupes ou à des catégories sociales qui ne se reconnaissent pas dans la culture cultivée le moyen d'affirmer leur identité culturelle et par là d'apporter leur propre contribution à une culture nationale débarrassée de tout préjugé hiérarchique, respectueuse du droit à la diversité. Comme vous le savez, ces strates idéologiques, on vient d'en voir 3 donc, sont celles qui ont marqué les pratiques de l'action culturelle, mais aussi les esprits, quand elles ne les échauffaient pas, et ce, à partir des années 60, années qui furent en France les années du ministère des Affaires culturelles d'André Malraux, et jusque dans les années 80 et 90, creusées donc de l'action des ministères de Jack Lang, en passant par la politique ministérielle, et ça c'est propre au développement culturel, de Jacques Duhamel dans les années 70, politiques qui font maintenant référence. Bien que nous n'ayons pas vraiment de recul sur les trames idéologiques qui servent d'écheveau à l'action culturelle depuis les années 2000, je me risquerai à avancer ce qui suit. Au cours de ces 20 dernières années, il me semble que nous avons assisté non seulement à une sorte de sédimentation de l'ensemble de toutes ces idéologies, et de surcroît, vu s'imposer une idéologie que j'appellerais volontiers démocratie culturelle, tout simplement participative. Ou démocratie culturelle inclusive, le mot a été nommé ce matin. Ce serait une idéologie, me semble-t-il encore, qui fait du rapport à l'art l'espace d'une culture entre tous. Autrement dit, l'espace d'une participation du plus grand nombre et de la plus ample diversité au processus même de production, de diffusion, de réception et de désignation de l'art. Comme vous le voyez, je parlais maladroitement de différents âges idéologiques en matière d'action culturelle, quand il s'agit plutôt d'évoquer une série de représentations du rapport à l'art en tant qu'espace de développement des pratiques de l'action culturelle. Pour parfaire ce tableau bariolé, finalement, de tout ce qui a été cru en matière d'idéologie, disons idéologie culturelle pour préciser les choses, il faudrait que nous ajoutions une ultime représentation du rapport à l'art. Celle-ci, bien qu'elle ne soit souvent pas considérée comme à proprement idéologique, elle l'est, selon moi, tout autant que les précédentes. Nous pourrions l'appeler démocratie libérale de la culture. Celle-ci s'est développée en faisant du rapport à l'art l'endroit d'une régulation de l'offre artistique et de la demande culturelle par le marché. Autrement dit, l'espace d'un « à chacun sa culture », qui fut à l'œuvre en France sous divers gouvernements, de gauche comme de droite, qu'il s'agisse des politiques de privatisation ou de libéralisation du socialisme mitterrandien, au pass culture lancé par le gouvernement Hollande, François Hollande, en passant par les politiques essentiellement tarifaires, réglementaires, de la libéralisation et de la financiarisation de la culture menées par les ministères de François Léotard, de Jacques Toubon ou encore de Jean-Jacques Ayagon, la liste est longue. Bref, en matière d'idéologie, l'action culturelle n'est manifestement pas en reste. Alors évidemment, chacune de ces logiques a correspondu, voire appelé ou exigé l'action culturelle comme un mode de fonctionnement spécifique du rapport à l'art. Ce qui signale dans les faits les pratiques de l'action culturelle comme des pratiques, on va dire, idéologiques. C'est l'idéologie de la démocratisation culturelle qui fut en effet et se trouve encore être l'optique de l'éducation populaire. Ce qui fait de l'éducation populaire une pratique d'élévation culturelle, le mot est important, du plus grand nombre par la connaissance. C'est-à-dire une pratique de démocratisation, non pas des réalisations artistiques en réalité, mais de l'acquisition et de l'usage des savoirs sur l'art, puisque c'est de ça qu'il est question. L'animation culturelle, quant à elle, se donna pour horizon l'idéologie du développement culturel. Elle s'imposa comme une pratique qui fait du rapport à l'art le moyen pour chacun de retrouver un tant soit peu d'autonomie réflexive, mais aussi d'attiser le goût de l'initiative qui permet à l'individu de laisser s'exprimer sa part de créativité en la mettant au service de son destin. C'est dans une double perspective idéologique de démocratisation culturelle et de démocratie culturelle que s'inscrivent l'animation socioculturelle puis la médiation culturelle, et chacune selon ses propres modalités d'action, le militantisme culturel pour l'une, et dirais-je, l'intéressement culturel pour l'autre. L'une et l'autre, tout en évitant de reproduire le modèle scolaire propre à l'éducation populaire,
lequel n'est qu'un mode de transmission finalement informel des savoirs légitimes, cherche d'une part à faire du rapport à l'art un moyen de compréhension et d'autre part à en faire un mode de transformation objective du monde et de soi. Plus récemment, il semble que ce soit dans une nébuleuse, une sorte de nébuleuse idéologique encore en formation, que les pratiques de la médiation culturelle cherchent à s'inscrire. Ces dernières relèveraient ainsi d'une sorte de paradigme de la participation dont les étés idéologiques s'enracineraient profondément dans les principes, et alors là les exemples sont nombreux, de l'agenda 21 de la culture, de la déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, de la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions, de la convention cadre de Faro, pas loin d'ici, sur les valeurs du patrimoine culturel pour la société, la déclaration de Fribourg sur les droits culturels, etc. etc., etc. Et on a parlé par exemple du nouveau texte de l'ICOM, qui pourrait s'inscrire dans le même sillage. Si les pratiques de l'action culturelle ne sont pas exemptes d'une certaine charge idéologique, pouvons-nous pour autant en déduire qu'elles ont pu s'exercer comme des techniques, on pourrait dire, de pouvoir? Penser que ce n'est pas le cas serait pour le moins naïf. Elles ont certainement contribué à imposer des pratiques, des valeurs, des manières de penser, de vivre et de sentir l'art, ce qu'est l'art. Il serait toutefois abusif d'imaginer qu'elles se soient exercées comme des techniques répressives, évidemment. Nous savons de nombreux philosophes contemporains, Gramsci par exemple, Foucault, Deleuze, Negri, Agamben, que si les sociétés ont été et sont parfois encore autoritaires, qu'elles ont parfois fait du rapport à l'art l'espace de toutes les propagandes, de toutes les démagogies, c'est encore le cas évidemment, de tous les mots d'ordre, que ces sociétés en réalité ne procèdent plus strictement de manière, on va dire, répressive. Évidemment, nous pourrions voir dans les pratiques inspirées par la démocratisation culturelle des pratiques de, Foucault appelait ça, souverainisation. Celles-ci ont sans nul doute effectivement contribué à ce que le plus grand nombre aille dans le même sens, vers les mêmes valeurs. C'est pour ça qu'on pourrait parler de souverainisation en quelque sorte. Des valeurs institutionnalisées à travers lesquelles s'affirme certainement quelque chose d'une souveraineté, si ce n'est d'une culture occidentale ou de culture nationale, du moins de culture légitime. Il se peut par ailleurs que ces mêmes pratiques, tout comme celles inspirées par l'idéologie du développement culturel, aient pu fonctionner comme une technique de disciplinarisation. Là encore, l'idée de Foucault. Une disciplinarisation donc des corps et des esprits, ou bien que les idéologies de la démocratie culturelle ou de la démocratie culturelle participative ont pu renvoyer ou peuvent renvoyer à des techniques de contrôle, d'intégration ou de stimulation de la subjectivité. Si de telles hypothèses demeurent des pistes vraisemblables, il me semble que l'ensemble de ces idéologies ont surtout inspiré, voire justifié, des pratiques ou un pouvoir que j'appellerais tout simplement de normalisation, plutôt que de répression, donc. Je veux dire par là que ces idéologies ont appelé des pratiques qui ont contribué à imposer un certain savoir de ce qu'est le rapport à l'art. Et même plus, elles ont imposé le rapport à l'art comme un savoir. De sorte qu'elles ont normalisé ou moralisé le rapport à l'art comme un ensemble de formations culturelles ou, Foucault encore dirait, épistémées. Ces deux expressions, donc, qui diraient ce qu'est ou ce que doit être la nature du rapport à l'art dans nos sociétés. Du point de vue de l'idéologie, de la démocratisation culturelle, le rapport à l'art est ainsi apparu comme un savoir s'élever. Tout à l'heure, on parlait d'élévation. Disons, pour simplifier, qu'il s'est agi d'un savoir départir ce qui relève du simple plaisir sensoriel, on l'a évoqué, de ce qui participe d'une véritable délectation de l'esprit, pour de surcroît placer les sens sous l'autorité de l'entendement. Dans l'optique de l'idéologie du développement culturel, le rapport à l'art a été conçu comme un savoir se transformer soi-même par l'entremise de l'art. L'idéologie de la démocratie culturelle a, quant à elle, fait du rapport à l'art un savoir s'exprimer culturellement. Enfin, dans la perspective de la démocratie culturelle participative, le rapport à l'art a été envisagé du point de vue de la capacitation, et le terme est de plus en plus employé, on parle d'empowerment, qui l'encourage ou rend possible, autrement dit, comme un savoir participer ou un savoir avoir part. Il y a effectivement un colloque qui a été monté sur ce thème-là à Marseille. Tout cela signifie que l'enjeu idéologique majeur de l'action culturelle a toujours été de faire fonctionner le rapport à l'art, d'une part, comme un dispositif d'arraisonnement de la subjectivité par des pratiques de normalisation,
et d'autre part comme un dispositif d'assujettissement de la subjectivité à des types normalisés et normalisants de rapport à l'art. Ce qui fait des pratiques de l'action culturelle des techniques que Deleuze, et après lui Antonio Negri, un théoricien critique italien, identifièrent comme des techniques en réalité biopolitiques. Des techniques biopolitiques, c'est-à-dire des techniques qui ont en commun d'agir jusqu'au plus profond de la subjectivité, soit en leur donnant autour de valeurs supérieures de l'art, c'est ce que j'ai appelé souverainisation, soit en la réformant pour se confronter à des idéaux esthétiques, c'est ce qu'on appelait disciplinarisation, soit en la stimulant, la subjectivité, comme forme d'expression culturelle et en l'insérant dans la diversité des autres expressions culturelles, ce qu'on pourrait appeler une forme de contrôle social ou culturel, soit en l'incluant dans des processus d'agrégation sociale, ce qui serait une logique d'intégration. Voilà pour l'aspect éthique. Venons-en aux politiques, puisqu'il s'agissait de revenir sur les enjeux et les implications politiques de l'action culturelle. Au vu de ces encodages idéologiques des pratiques de l'action culturelle, quel programme politique la médiation peut-elle encore se donner? De quelle entreprise politique peut-elle encore être l'actrice ou l'avant-garde? Mais surtout, quelle action politique peut-elle mener à bien qui contrecarrerait cette gangue idéologique dans laquelle les pratiques de l'action culturelle semblent prises? Actuellement, certaines lignes politiques de l'action culturelle semblent tomber sous le sens. Dans nombre d'établissements culturels, de collectifs ou de réseaux de médiateurs, de laboratoires de recherche et de production intellectuelle, il est indéniable qu'une réflexion s'est engagée à ce sujet. Elle prend appui sur les études de genre et postcoloniales, sur le féminisme intersectionnel, sur les subaltern studies, ou encore sur les études critiques du handicap. Nous en avons découvert un bref exemple hier. Cette réflexion revient sur les conditions de production, des façons de penser, de pratiquer et de vivre l'action culturelle. Elle en fait même la critique. Une critique parfois radicale. Pour aller à l'essentiel, je dirais qu'elle est susceptible de poser la question des présupposés, des conditions idéologiques, des pratiques de l'action culturelle. Elle affirme, en somme, que les divisions sociales, sexuelles et raciales, mais aussi que les grandes dichotomies analytiques de la rationalité occidentale, nature-culture, féminin-masculin, dominé-dominant, centre et marge, etc., enfin on en a évoqué quelques-unes, sur lesquelles les idéologies de l'action culturelle reposent, que celles-ci même induisent, voire qu'elles reproduisent, déterminent en grande partie la nature des pratiques qui en découlent. De sorte que ces pratiques, imprégnées de manières de percevoir et de concevoir le réel profondément biaisées, genrées, comme cela se dit, postcoloniale, classiste, entretiendrait la marginalisation et la dévalorisation des personnes ou des segments de population auxquels elles s'adressent, alors même qu'elles cherchent à réduire les effets de tous les types de désaffiliation ou de disqualification sociale qui affectent ces dernières. À ce titre, il me semble intéressant, tant d'un point de vue pratique que dans une perspective critique, de se demander en quoi les présupposés sexistes, classistes, racistes, pourquoi pas spécistes, des idéologiques de la démocratisation culturelle, de la démocratie culturelle ou du développement culturel engagent les pratiques de l'action culturelle dans des logiques perverses. Celles, pour le dire vite, des politiques néolibérales, voire conservatrices, des droits individuels, des doctrines rationalistes, de l'universalisme blanc, il ne faut pas oublier chrétien, et occidental, masculin et hétéronormé. Bref, entreprendre une réflexion critique sur les mécanismes de la captation, de la condensation et d'application du pouvoir, c'est-à-dire de ses usages plus ou moins légitimes en matière de pratique de l'action culturelle, revient à les inscrire dans une politique alternative. Cette politique, que d'aucuns associent à une politique du care, c'est-à-dire du soin, renvoie, me semble-t-il, à trois formes du politique, c'est-à-dire trois manières de concevoir la communauté, ou pour le dire autrement, à des façons spécifiques de produire le commun. Je les appellerai donc la communauté polémique, la communauté juste et la communauté responsable. Alors vous me permettrez de les évoquer succinctement, ces trois formes de commun. Pour contribuer au premier type de communauté, la médiation culturelle cherche à faire du rapport à l'art un moyen de redéfinir les parts de chacun dans l'élaboration de ce qui nous est commun. Nous pouvons retrouver les fondements dans la philosophie de Jacques Rancière. Nous l'avons vu hier à l'écran. Cela est évoqué donc.
L'instauration du deuxième type de communauté mobilise la médiation culturelle de façon à promouvoir un type de rapport à l'art qui favorise des formes de vie bonnes, régies par des institutions plus justes. C'est ce que nous a enseigné entre autres Paul Ricoeur, notre philosophe français. Il nous a manqué, lui, hier. Quant à la promotion d'une politique de la responsabilité vis-à-vis d'autrui, comme ferment du commun, la médiation culturelle l'espère habituellement d'un rapport à l'art qui encourage l'hospitalité inconditionnelle de toutes les formes d'altérité. À ce propos, nous pourrions lire ou relire, avec le plus grand bénéfice, les thèses d'Emmanuel Lévinas, par exemple, ou de Jacques Derrida, deux autres qui nous ont manqué hier. Avec Paul Ricoeur, Jacques Rancière, Emmanuel Lévinas ou Jacques Derrida, nous aurions été effectivement au grand complet, ou presque. Cela étant dit, il me semble que ces types de communautés plus égalitaires, plus justes et plus responsables, sources de vie bonne, ne peuvent pas s'envisager sur la base unique d'un dévoilement et d'une critique structurale de tous les présupposés de l'action culturelle. Cette critique, je le souligne à nouveau, aussi indispensable et souhaitable soit-elle, à la manière, on pourrait dire, d'un garde-fou ou d'un système de vigilance, peut certainement faire de la médiation culturelle un moyen de lutte politique, voire l'espace d'une lutte politique, contre toutes les discriminations. Mais pour que ces formes du commun deviennent effectives, il faut encore que l'action culturelle réponde à un enjeu politique bien plus profond. Il me semble en effet que ces types de commun, ou ces types du commun, ne peuvent être espérés sur la base d'un sujet qui serait laissé dans son état actuel. Les subjectivités que nous sommes doivent d'abord reprendre possession de leurs moyens de production subjective. Cette formule, voire cette condition préalable, peut nous étonner, ou pourra nous étonner, tant elle semble renvoyer la subjectivité ou le sujet à une sorte d'évincement de sa propre subjectivité. Alors, même que le sujet n'a peut-être jamais semblé aussi souverain qu'à présent. Pourtant, l'actualité de ce sujet, pour reprendre le commentaire que faisait Michel Foucault à ce propos, semble pour le moins contrastée. Si le sujet est souverain, il me semble que c'est d'une fin de règne, en réalité, dont il s'agit. La réémergence et la propagation d'une culture fake, de pseudo-science, d'obscurantisme et même de ferveur identitaire en tout genre, voire ses difficultés ou ses réticences au sujet à se décolonialiser, à défier les biais de genre ou à contenir les relents classistes, racistes ou spécistes qui le polluent, en sont certainement les signes les plus probants. Une fin de règne, donc, au cours de laquelle le sujet ne jouit plus que de l'usufruit, en quelque sorte, de ses propres moyens de production subjective. La subjectivité, en effet, est devenue l'une des principales matières premières du capitalisme contemporain. Un capitalisme qu'on dit être aujourd'hui immatériel, cognitif, subjectif, etc. Un capitalisme qui intègre déjà nos moyens de production subjective à ces industries. On parle par exemple des industries 3.0 ou des industries 4.0 comme d'industries subjectives, de capitalisme immatériel, etc. ou cognitif. C'est par conséquent une question éminemment politique qui se pose à la médiation culturelle dans le contexte de l'actuelle mutation du capitalisme et de la généralisation du modèle de la démocratie libérale qui va avec. Doit-elle continuer dans son domaine, à son échelle, la médiation culturelle, de se faire la technologie d'intégration des subjectivités à une culture qu'elle considérerait comme donnée et acquise, voire même qu'elle critiquerait, sans créer les conditions de sa transformation objective? Ou bien peut-elle s'inventer comme une bioénergétique, en quelque sorte, à même de repenser la subjectivité dans un rapport plus spontané, plus vital, en un monde plus existentiel à ce qui lui sert d'écosystème, et dont l'art se trouve être l'un des constituants. Ce qui serait une première manière d'évoquer cette idée du rapport à l'art, ou de rapport à l'art comme cité subjective. Une cité à même de nous assurer une pluralité et une diversité de moyens de subjectivation. De telle manière que la médiation aurait cela de culturel qu'elle viserait à mettre la culture au travail sur elle-même, c'est-à-dire à la faire ployer sur elle-même. Si bien que nous pourrions parler de médiation contre-culturelle des arts, en réalité. D'une médiation culturelle qui permettrait au plus grand nombre, non pas d'accéder à l'art, y compris dans des conditions culturelles rendues plus ou moins justes, responsables et égalitaires, mais de faire du rapport à l'art une manière de reprendre possession de ses moyens de production subjective. Une forme, en réalité, et là il y aurait une véritable politique à inventer, de commune culturelle.
C'est une idée comme ça. C'est à ce titre qu'il me semble à présent possible d'évoquer les enjeux éthiques que l'action culturelle recouvre peut-être, ou du moins pourrait recouvrir. Je dirais même, pour aller à l'essentiel, que nous pourrions nous demander en quoi et de quoi l'action culturelle, et plus particulièrement les pratiques de la médiation culturelle, relèvent d'un exercice pratique. Je l'ai dit, l'idéologie, c'est-à-dire le rapport à l'art, envisagé comme élévation, comme transformation, comme légitimation ou comme intégration, c'est ce qui fait de la médiation culturelle une entreprise de moralisation de la subjectivité. C'est d'ailleurs à cette méthode de moralisation de la subjectivité que s'affrontent tous les types de déconstruction que nous avons évoqués. Alors bien sûr, la médiation peut prendre au sérieux l'idée selon laquelle les conditions dans lesquelles la subjectivité connaît les choses, par le corps, et en a conscience, par l'esprit, voire que les conditions dans lesquelles la subjectivité se connaît et a conscience d'elle-même la condamnent à n'avoir que des idées inadéquates, confuses et mutilées. Ce serait certes accompagner, le mot a été prononcé hier, la subjectivité à en finir avec tous les types d'expression d'un moi, sujet, donné, disons en d'autres termes d'un sujet, une sorte de sujet impérial. Puisque, convenons-en, c'est l'être, dans tous ses états, ou ce que Frantz Fanon appelait la zone de l'être, je trouve l'expression éloquente, que la subjectivité doit fuir en réalité. Ou bien encore l'ego, dont l'action culturelle doit favoriser en quelque sorte le déboulonnage. C'est-à-dire qu'avant même de déboulonner les statues, il faudrait qu'on déboulonne les égos. Nous, en tant qu'égos. Ou les dépiédestaliser en quelque sorte. Pour autant, la critique radicale du sujet, de ce qui structure ses manières de penser, de vivre et de sentir, voire sa conscientisation, c'est-à-dire cette sorte de connais-toi toi-même contemporain, ne suffiront malheureusement pas à affranchir la subjectivité des conditions de connaissance dans lesquelles le corps la plonge, et des conditions ou des états de conscience dans lesquels l'esprit la maintient. Tout comme le fait de prendre soin des subjectivités, ou comme le suggère une certaine éthique, qui se transmet en réalité des stoïciens, jusqu'à Foucault, en passant par les quelques théoriciens du Caire que nous avons pu lire ces dernières années, celle qui nous incite à avoir le souci de soi, n'y parviendra pas non plus. Ce qui n'enlève rien, à cette éthique, en tant que philosophie pratique, qui est à même en réalité de concrétiser la critique des cadres conceptuels qui ont conduit à l'éviction, je l'ai précisé précisément tout à l'heure, entre autres classistes, racistes, sexistes, de tous les dominés du champ social, de la culture, ou du moins d'une certaine forme de rapport à la culture. La médiation culturelle, dans cette perspective, serait une pratique spécifique de cette éthique du soin de soi. Elle répondrait en somme à des aspirations non satisfaites, comme le droit à la culture, en se souciant de l'autre de manière adéquate, c'est-à-dire avec bienveillance et sollicitude, pour l'inscrire dans des pratiques, en l'occurrence culturelles, de l'ordre d'un rapport à l'art qui lui convienne et la maintienne en vie. Pour que ces deux éthiques n'en demeurent pas à la proclamation de principes seulement incantatoires, elles doivent s'appuyer sur une transformation objective, c'est-à-dire réelle et effective des conditions d'existence de la subjectivité ou, en des termes simples, de l'esprit et du corps, des rapports qu'ils entretiennent l'un à l'autre. Je veux dire par là qu'il ne suffit pas que l'action culturelle fasse du rapport à l'art l'espace d'une critique ou d'une conscientisation de ce qui structure la subjectivité, ou encore qu'elle en fasse la scène d'une pratique qui, pour autant qu'elle s'apparente à un soin bien intentionné de soi, se révélerait faire l'effet d'un emplâtre sur une jambe de bois. Avant même de pouvoir faire du rapport à l'art une manière pour la subjectivité de se connaître elle-même et une façon de prendre soin d'elle-même, l'action culturelle doit créer les conditions dans lesquelles la subjectivité peut s'expérimenter elle-même sous des régimes sensoriels, pratiques ou cognitifs plus spontanés, plus inédits, peut-être même plus rebelles. Ce serait ça, l'éthique de la médiation, pratiquer le rapport à l'art comme une philosophie pratique de tous les modes d'être possibles de la subjectivité. Ce serait en tout cas une deuxième manière d'évoquer le rapport à l'art comme cité subjective. Pour le dire simplement, l'action culturelle se consacrerait alors, comme le suggéra Nietzsche par exemple, et avant lui la philosophie de Spinoza, puis celle de Foucault ou de Deleuze, à créer de nouvelles possibilités de vie pour les forces sensorielles, cognitives et pratiques du sujet.
c'est-à-dire pour les forces ou les moyens subjectifs à travers lesquels notre subjectivité s'exprime, gagne ou perd en puissance d'effectuation. Cette manière de penser l'action culturelle comme une pratique qui a fait du rapport à l'art à tous les types de réalisations artistiques et pourquoi pas philosophiques, scientifiques, culturelles, un style de vie de notre subjectivité et du moins, me semble-t-il, une très belle idée. Nous la retrouvons, évidemment, chez Foucault, lorsqu'il évoque ce qu'il définit comme une culture de soi. J'y reviendrai. Enfin voilà, la médiation culturelle serait en ce sens une pratique qui ferait du rapport à l'art l'espace-temps d'une stylisation de notre subjectivité. Ce serait une troisième manière d'entendre le rapport à l'art comme cité subjective. Drôle de définition, j'en conviens. Et j'ajouterai qu'il ne saurait y avoir de manière de se connaître soi-même, ni de façon de prendre soin de soi, sans que la subjectivité ne s'exprime en puissance, c'est-à-dire sans qu'elle ne s'effectue dans un rapport le plus naturel possible à elle-même. De sorte que l'éthique, qui en émanerait, serait comme une éthique, on pourrait dire, liminale. Elle constituerait le seuil éthique exigé pour que d'autres éthiques puissent se réaliser en acte. Que ces dernières deviennent en quelque sorte soutenables d'un point de vue subjectif. Mais alors, qu'entendons-nous par stylisation de nos forces subjectives? Ce que je désigne par stylisation de nos moyens de production subjective, ce sont toutes les manières dont nous pouvons, non pas faire usage de notre subjectivité, c'est-à-dire nous exprimer, ou en résulter, autrement dit en être l'expression, comme si la subjectivité était donnée, mais expérimenter par exemple, dans l'espace même du rapport à une réalisation artistique, ce qui peut s'exprimer, ou plutôt ce qui nous semble exprimable d'un point de vue subjectif. Autrement dit, ce qui devient possible du point de vue de la subjectivité, ou ce que la subjectivité peut devenir à travers son effectuation même. Disons, ce en quoi elle peut se virtualiser, ou se vivre comme une puissance de virtualisation. Ce qui revient en clair à créer les conditions dans lesquelles la subjectivité peut faire l'épreuve d'elle-même, s'effectuer, selon des modes de composition, ici sensibles, de l'ordre en matière d'art, de sensations visuelles, textuelles, performatives ou encore sonores, de ses forces cognitives, donc praxiques ou sensorielles. En d'autres termes, avant même de s'inscrire dans un rapport critique ou de soin vis-à-vis d'elle-même, voire vis-à-vis des autres, il faut que la subjectivité puisse se vivre, se penser, et se sentir, plus librement, plus spontanément, plus naturellement. Alors si j'en arrive à ce point, c'est évidemment que quelque chose coince dans le rapport que la subjectivité entretient actuellement à elle-même. Quelque chose coince suffisamment pour qu'il ne soit pas possible que la subjectivité puisse d'emblée entretenir un rapport critique à elle-même ou prendre soin d'elle-même, voire des autres. C'est-à-dire en réalité de toutes les formes, on va dire, d'altérité. Et non seulement d'en prendre soin, mais aussi de les accueillir, ces forces-là, comme quelque chose qui pourrait devenir ses propres puissances à elles, comme une source presque énergétique, presque une force d'énergie subjectivante. Alors ce qui coince, c'est que nos moyens de production subjective, alors que la subjectivité est travaillée par ailleurs par des techniques, on l'a dit, de souverainisation, de disciplinarisation, de contrôle, d'intégration, sont devenus les moyens par lesquels la subjectivité s'exploite elle-même. Je l'ai évoqué. C'est-à-dire des méthodes, qu'on pourrait dire perverses, par lesquelles la subjectivité s'effectue en tant que subjectivité, c'est-à-dire se subjectivise. Et je dis perverse car, dans l'optique capitaliste, qui préempte de plus en plus de segments du champ social, et de plus en plus intégralement, la subjectivité se produit elle-même en tant que matière première de sa propre production comme bien de consommation. Vous savez, on like par exemple. Se consomme elle-même en tant que bien de consommation et s'enregistre elle-même jusqu'au plus profond de nos manières de vivre, de penser et d'éprouver comme mode de surexploitation d'elle-même. La subjectivité, en effet, me semble parvenue à un stade que je qualifierais pour l'heure de bioproductif. Ce stade bioproductif de la subjectivité serait comme le stade, on pourrait dire, suprême du contrôle qu'on a appelé tout à l'heure biopolitique de la subjectivité. Et il n'y a pas de raison de douter que la subjectivité soit effectivement soumise
à de telles formes d'exploitation et de surexploitation d'elles-mêmes dans l'actuel contexte de développement de nos sociétés capitalistes et libérales, productives, extractionnistes, technicistes, technoscientifiques, etc. D'ailleurs, hier, je le notais au passage, c'est finalement de tout ça que se plaignaient quelque part les médiateurs bordelais quand on évoquait leur rapport aux technologies, pour juste souligner les deux derniers aspects. Tout comme il n'y a pas de raison donc de douter que le rapport à l'art lui-même soit devenu l'un des modes, aussi souple que discret, mais non moins radical et brutal de cette exploitation de soi par soi, au profit d'un capitalisme que d'aucuns appellent culturel, cognitif ou immatériel. C'est ce qui me conduit à penser que la subjectivité, avant même de se produire ou comme un rapport critique et bienveillant à elle-même, voire aux autres, doit déjà prendre possession ou reprendre possession de ses moyens de production subjective. Car mon idée, c'est que c'est bien de cela que nous sommes plus ou moins intensément actuellement dépossédés, des moyens de notre propre production subjective. Du fait même, comme je le soulignais, d'un traitement de notre rapport à l'art en une forme, on pourrait dire, de cité que j'appelais instrumentale. Alors me direz-vous, quid des pratiques de la médiation culturelle à l'ère de cette surexploitation de la subjectivité par elle-même? Eh bien, je dirais que nous ne pouvons que souhaiter que la médiation culturelle parvienne à s'inventer comme une pratique alternative. On pourrait presque dire alterculturelle, et on pourrait parler d'ailleurs de médiation alterculturelle des arts, pourquoi pas, enfin allons-y. À ce stade, et parce que je m'intéresse en ce moment plus à ce que la médiation culturelle peut être qu'à ce qu'elle est, ou à ce qu'elle pourrait être, je dirais que les pratiques qui en relèvent peuvent s'inscrire dans une quintuple perspective. Premièrement, elles peuvent répondre à une fonction expérimentale qui fait du rapport à l'art un mode de subjectivation sensible plutôt qu'instrumental de nos forces cognitives, sensorielles et praxiques. Cela consiste à faire de chaque réalisation artistique, que l'on rencontre comme une sorte d'horizon d'événement, on a parlé fut un temps d'horizon d'attente, je préfère l'idée d'horizon d'événement, ou un concours de circonstances à l'orée duquel, à même lequel ou à partir duquel la subjectivité, dans les conditions de connaissance dans lesquelles le corps la plonge et dans les états de conscience dans lesquels l'esprit la plonge, effectue sa puissance. Ce qui pose, du point de vue des pratiques de la médiation culturelle, une question toute spinozienne. Que peut un corps ou que peut un esprit, voire les deux ensemble, qui s'affecte d'une rencontre, qui se singularise à l'aune de ce qui affecte ses états de connaissance et de conscience. Deuxièmement, elles peuvent jouer une fonction subversive. Les pratiques de médiation, en ce sens, inciteraient la subjectivité à nouer, entre ses propres forces subjectives, d'autres types de rapports que ceux qui lui sont imposés et qui la maintiennent dans des états de connaissance et de conscience donnés. La subjectivité, affectée d'une rencontre, se découvrirait ainsi la possibilité de s'inventer un style de vie qu'on pourrait appeler transrévolutionnaire. Le terme n'est pas de moi, pour tout vous dire, il est de Lénine. Ce mode d'existence, ce serait l'ensemble des rapports de composition dans lesquels la subjectivité s'expérimenterait, c'est-à-dire s'effectuerait comme puissance. Ce qui pourrait se dire sous la forme presque mathématique d'une subjectivité dont les puissances ne seraient qu'un agencement de force cognitive, puissance réalisation artistique, ou de force sensorielle, puissance réalisation artistique, ou encore de force praxique, puissance réalisation artistique. Ces rapports de composition dans lesquels la subjectivité s'expérimenterait pourraient, bien sûr, augmenter sa puissance de penser, d'agir et de sentir, comme il pourrait la diminuer. Dans tous les cas, il la modulerait. Et c'est ce qui me semble intéressant, que ces rapports de composition puissent l'entraîner dans des processus, plutôt qu'ils ne la laissent en l'état, en réalité dans tous ses états presque. De sorte que la subjectivité ne s'enquisterait plus dans des schémas de production subjective préconçus et normatifs, événementiels, relatifs à l'industrie culturelle, aux mass médias, etc., qui ne feraient que l'inscrire dans un rapport à sa propre impuissance. Troisièmement, les pratiques de la médiation culturelle peuvent recouvrir une fonction critique. Ce que j'entends par là, c'est qu'elles peuvent faire du rapport à l'art un degré de composition des forces subjectives selon lequel, ou un seuil de composition des forces subjectives à partir duquel la subjectivité s'éprouve elle-même dans la joie ou la tristesse de ce qui l'affecte et de comment sa nature subjective s'en trouve affectée d'un point de vue sensoriel, praxique ou cognitif.
Autrement dit, le rapport à l'art constitue l'un des modes d'existence dans lequel la subjectivité s'éprouve elle-même dans, ou plutôt comme, un effet de puissance de ce qui affecte, c'est-à-dire remet en cause ses états de connaissance et de conscience. C'est ce que Michel Foucault associait à un art de n'être pas tellement gouverné. J'ai toujours bien aimé la formule. C'est-à-dire à une manière d'entretenir un rapport d'inservitude volontaire à nos schémas corporels et un rapport d'indocilité réfléchie à nos états de conscience. Quatrièmement, les pratiques de la médiation culturelle peuvent se développer comme une fonction libératoire. Faire en sorte que le rapport à l'art puisse être l'espace-temps au cours duquel la subjectivité s'expérimente comme pure puissance de composition, renvoie cette dernière à une manière de se fuir elle-même. Se fuir soi-même, c'est prendre ses distances avec les schémas corporels et les états de conscience qui servent de gang à notre subjectivité. Mais c'est fuir tout en cherchant une arme, un moyen de lutte. En ce sens, adopter le rapport à l'art comme un mode, une possibilité ou un style de vie autogestionnaire de nos forces subjectives consiste à s'expérimenter d'un point de vue subjectif, comme un degré de puissance variable, sujet à toutes les variations, en l'occurrence artistiques, visuelles, sonores, performatives, textuelles. Dans cette façon de vivre le rapport à l'art, ce qu'il y a de libératoire, c'est que la subjectivité s'éprouve dès lors comme de la pure énergie. De l'énergie que la subjectivité ne tire plus de cette sorte de réserve que ses états de connaissance et de conscience constituent, mais de ce que ces forces cognitives, sensorielles et pratiques deviennent sous l'effet de ce qui les affecte. Ce qui fait du rapport à l'art un mode sous lequel la subjectivité s'éprouve comme un degré de puissance ou une pure puissance d'effectuation, qui est à la fois une puissance d'agir, c'est-à-dire un composé d'action, penser, agir, sentir, et une puissance de pâtir, c'est-à-dire un composé de passion, penser, agir, sentir, mais sous l'effet de rapports de composition avec des réalisations artistiques. Cinquièmement, les pratiques de la médiation culturelle peuvent se donner à accomplir une fonction curative, ce qui renvoie moins, selon moi, à une conception de la médiation culturelle qui s'inscrirait dans la perspective des théories du Caire, qu'à ce que Foucault, après quelques stoïciens d'une autre époque, puisque Foucault était lui-même, on pourrait dire, stoïcien, suggéra à travers cette idée. Il ne s'agit donc pas de faire de la médiation une pratique qui consisterait à faire preuve de sollicitude et de bienveillance, mais à faire du rapport à l'art une manière de se sauver ou de se secourir soi-même. Autrement dit, un moyen de prendre soin de soi en opposant au rapport à l'art comme technique biopolitique, comme cité instrumentale, une expérimentation sensible de l'art qui relève d'une mise en culture de soi. En gros, une cité subjective. Pour la subjectivité, il ne s'agirait plus de s'expérimenter ou de se fonder sur un état métastable de ces états de connaissance et de conscience. Elle ne serait plus, la subjectivité, ce tout-puissant cogito ergo sum, je pense donc je suis, à même d'interpréter le sens des réalisations artistiques ou bien de leur en attribuer un. Elle se fonderait sur les effets récurrents et persistants que Nietzsche appelait peut-être l'éternel retour, que l'effondrement de ces structures, c'est-à-dire de ces états de connaissance et de conscience, ainsi soumises à d'autres régimes de composition que les siens, ne peuvent que provoquer. Élaborer des pratiques de médiation culturelle qui seraient à même de remplir des fonctions donc expérimentales, subversives, critiques, libératoires, curatives, c'est ce que j'appelle faire du rapport à l'art une manière de faire l'essai de soi. Et c'est cette éthique de l'essai de soi qui me semble être actuellement primordiale en matière d'action culturelle. Sans que nous ne soyons à même de faire l'essai de nous-mêmes, d'un point de vue subjectif, je doute que nous puissions nous inscrire dans un quelconque rapport critique à nous-mêmes, ni même que nous soyons aptes à prendre soin de nous-mêmes, tout comme des autres. Cette éthique liminale, que j'évoquais, me semble donc être cette éthique de l'essai de soi. Je veux dire par là que les éthiques du connais-toi toi-même et du souci de soi pourront se révéler être d'autant plus efficientes qu'elles se fonderont sur une subjectivité à même de se vivre en train de vivre, de se penser, de se sentir, de manière expérimentale, donc subversive, critique, libératoire ou même curative. Voilà ce qui me semble être l'enjeu éthique crucial de l'action culturelle désormais.
Peut-être a-t-il d'ailleurs toujours été celui-ci. Faire du rapport à l'art une manière de reprendre possession de nos forces subjectives, de faire l'essai de nous-mêmes, afin de pouvoir mieux nous connaître nous-mêmes et mieux prendre soin de nous-mêmes et des autres. Voilà. Merci à vous.